Oui, bonjour monsieur le banquier. Oui, voilà, j'aimerais vous proposer un projet de financement. C'est pas possible? Mais attendez, vous n'avez pas encore entendu ce que j'ai à vous proposer? Ah, d'accord. Je dois déposer 50 000 € pour avoir l'accessibilité au projet? D'accord. Mais écoutez, je vais encore économiser. Oui. Mais d'accord, je vais essayer d'économiser ça alors. À mon avis, ça va me prendre une petite vingtaine d'années. D'accord, merci à vous. Vous avez certainement déjà été faire toc-toc à la banque et ils vous ont évidemment ouvert les bras et vous ont proposé de vous financer. Cependant, le problème, c'est certainement qui vous ont proposé de déposer un large montant d'argent sur la table pour pouvoir avoir l'accès au crédit. Ces choses-là, je les ai vécues il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, quand je me suis lancé dans l'investissement immobilier, j'ai voulu évidemment faire des crédits hypothécaires parce que je n'avais pas 1 million d'euros sur mon compte en banque pour investir. Et encore, si je les avais, ce serait même pas intéressant de les investir sans utiliser les leviers bancaires. Parce qu'au final, la 8e merveille du monde, est-ce que c'est pas le crédit hypothécaire? Est-ce que c'est pas le crédit? Toutes ces personnalités qui ont réussi dans les affaires, dans le business, ou peu importe, mais qui ont créé des richesses extraordinaires, mais toutes ces personnes, elles ont utilisé les crédits. Et donc, quand j'ai voulu, il y a une dizaine d'années, faire des crédits, ce que je faisais, c'est que j'arrivais avec un projet d'investissement, je défendais mon projet d'investissement en leur disant, regardez, si je l'achète à tel prix, que vous me prêtez l'argent, parce que moi, j'ai pas l'argent, mais regardez, moi, je vais le louer autant, et je vais devoir vous rembourser autant. Et donc, vous voyez par A plus B qu'au final, je peux vous rembourser. J'ai la capacité de pouvoir vous rembourser ce projet, étant donné que le loyer va largement couvrir le crédit, plus toutes mes charges, etc. Messieurs et mesdames les banquiers ne voulaient tout de même pas me prêter. Alors ce que je me suis dit, c'est que je devais changer ma méthode de faire. Et dans cette vidéo, je vais te partager comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir, aujourd'hui à l'âge de 33 ans, acquérir un patrimoine immobilier qui fait plus d'une vingtaine d'unités locatives pour plus ou moins 4 millions d'euros sur le sol belge. Et dans cette vidéo, je vais tout te dévoiler. Avant tout, si tu ne me connais pas, je m'appelle Arnor Angeli, je suis investisseur immobilier depuis une dizaine d'années et ça fait 3 ans qu'on accompagne les Belges également à investir dans l'immobilier locatif dans le but de créer des rentes, dans le but de créer une vie un peu plus confortable, dans le but de créer une vie plus libre, plus abondante. Tu l'as compris, on ne vit qu'une fois. Et moi, je suis un défenseur de vivre la vie et ne pas la survivre. Donc sur cette chaîne, si c'est la première vidéo que tu vois, bienvenue. Sache que tout ce que je te partage sur l'investissement immobilier et le fait de s'enrichir grâce à ce vecteur, c'est uniquement car un jour, j'ai décidé de vivre la vie. J'ai décidé de vivre la vie qui me plaît, la vie que j'aime et sans aucune contrainte. Maintenant que tu sais à qui tu as affaire et qui tu as devant cette caméra, je vais te partager qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir acquérir toutes ces unités. Donc il faut savoir qu'en une dizaine d'années, j'ai acquéri cette vingtaine d'unités locatives et je vais t'expliquer vraiment comment est-ce que ça s'est passé. Donc tu l'as compris, j'arrivais avec des projets ultra rentables à la banque et au final, ils ne voulaient pas me prêter sur base de ce que j'allais toucher en loyer futur. Eux, en final, ce qu'ils observaient, c'est ma capacité actuelle, sans les revenus futurs, à pouvoir financer le bien. Donc le banquier, le courtier, en fait ils allaient faire quoi? Ils allaient voir si j'étais un risque trop élevé pour ce crédit que je demandais. Donc en fait, ils ne calculent pas sur tout ce qui va arriver dans le futur. En tout cas ici on parle de crédit privé. En société c'est un petit peu différent et je ne vais pas rentrer dans ce topic car je suis assez convaincu que 80 à 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo veulent plutôt acheter de l'immobilier privé. Si vous voulez acheter de l'immobilier en société, ce qui est légèrement plus avancé selon moi, il y a certainement d'autres vidéos que vous allez trouver dans mes contenus sur YouTube. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à l'achat en privé, comment est-ce qu'on peut financer et comment est-ce qu'on peut enchaîner les acquisitions. Donc, vous l'avez compris, les banques, elles ne prêtent pas sur base du futur, mais sur base de votre situation actuelle. Donc, la situation actuelle, c'est quoi? Ils vont observer plusieurs métriques. Ils vont observer tout d'abord votre capacité d'emprunt, c'est-à-dire c'est le solde entre vos revenus et vos charges de crédit, d'accord? Et de ce solde-là, il doit y avoir un montant qui est disponible et suffisant à pouvoir faire du crédit bancaire. Ça, c'est une des premières choses qu'ils observent. La deuxième chose qu'ils vont observer, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre. Donc, ils vont observer si, en faisant ce solde, s'ils vous enlèvent par exemple 1 000 € si vous êtes seul ou par exemple 1 200 € si vous êtes en couple, en enlevant ce montant, est-ce que vous avez encore suffisamment pour vivre? Qu'est-ce qu'ils appellent pour vivre? C'est-à-dire se payer un loyer, se faire quelques courses, etc. Donc prenons un exemple concret. On va prendre l'exemple de Marie qui gagne 2 500 €, qui a 0 charge de crédit parce qu'elle est primo-acquéreur, elle n'a jamais acheté de l'immobilier mais elle veut se lancer. Mais par contre, Marie, elle est en couple et elle est mariée.
Et donc, les banques vont considérer un reste à vivre de 1200 euros. Donc, on va faire le 2500 moins le 1200 euros. Ça veut dire qu'il va rester 1300 euros de crédit mensuel que Marie va pouvoir prendre. Ce 1300 euros, on va faire quoi? On va le projeter sur un montant d'acquisition. Et du coup, 1300 euros, dépendant des taux de crédit, on va donner un exemple que ça fait un projet à 225 000 euros. Donc Marie est éligible à pouvoir financer un projet de 225 000 euros parce qu'elle a la capacité d'emprunt de pouvoir le faire. Maintenant, ce qu'on va devoir observer, c'est la partie plutôt garantie de sa situation. Donc, est-ce que Marie a suffisamment de garantie pour pouvoir acheter ce bien immobilier? Et c'est là que les choses se compliquent un petit peu. C'est là que moi je bloquais à l'époque parce qu'aujourd'hui les banques vont nous demander la facilité, vont nous demander d'apporter des liquidités, de l'argent pour couvrir une partie du risque. Parce que les banques, vous le savez très bien, elles ne vont pas financer à 125%. Bien que, attends la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux encore financer à 125%. De manière générale, si on achète un bien d'investissement, la banque va nous prêter 80% du montant d'achat, plus les travaux. Ça veut dire qu'ils vont nous demander de financer les frais d'acquisition, plus 20% du montant achat plus travaux. Et là, je vais prendre ma calculette que Marie veut faire donc un achat à 225 000 euros. Okay, je mets 225 000 euros. Qu'on rajoute à cela 25 000 euros de travaux, ça nous fait 250. Ok, jusque-là, on est OK. Eh bien, la banque, elle va nous prêter 80% de ceci. Ok, donc ça veut dire je fais 20% de ce montant. La banque va nous demander d'apporter 50 000 euros et ils vont nous prêter le reste. Donc en gros, ils nous prêtent 200 000 euros et nous, on apporte 50 000 euros. Alors évidemment, moi à l'époque, je n'avais pas ces 50 000 euros. Donc comment est-ce que j'ai fait pour venir couvrir ces 50 000 euros et devenir un risque qui est moindre pour la banque? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis demandé, qu'est-ce que je peux apporter autre que du cash à la banque parce que j'ai pas suffisamment de cash. Et donc j'ai fait des rendez-vous banquiers, j'ai parlé avec des banquiers et un jour, un banquier m'expliqua une chose. Il m'expliqua qu'au final, il y avait 3 moyens de couvrir ce 50 000 euros. Le moyen numéro 1, c'est d'apporter des garanties immobilières. C'est-à-dire mettre en garantie un bien immobilier que vous avez, ou mettre en garantie un bien immobilier d'autrui, ce qu'on appelle une affectation immobilière. Ça, c'est la première famille. La deuxième famille, c'est mettre sur la table, au lieu d'apporter de l'argent, de mettre plutôt un produit financier. C'est ce qu'on appelle la famille des garanties mobilières cette fois-ci. Et là, il existe plusieurs mécanismes qui sont disponibles par rapport à votre situation. Et la troisième famille, c'est le cash. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'abord regarder dans ces 2 familles et puis ces sous-familles, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à la banque afin de soulever du crédit hypothécaire. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que j'ai commencé à me lister les familles de garanties. J'ai mis garantie immobilière, garantie mobilière et j'ai commencé à me dire, ok, est-ce que j'ai une hypothèque possible pour moi? Non, j'étais primo-acquéreur. Est-ce que j'ai des affectations hypothécaires disponibles? Si on veut affecter un bien immobilier d'une autre personne, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'une tante ou autre, il y a tout un argumentaire et il y a une manière de le faire aussi qui permet tout simplement de le faire intelligemment et de même à un moment donné libérer cette garantie hypothécaire pour laisser tranquille le bien de vos parents ou de votre oncle ou de votre frère ou peu importe. Et donc j'ai commencé à lister tout ça et j'ai commencé à me dire, en fait finalement j'ai peut-être des opportunités là-dedans. J'ai continué de lister et j'ai listé cette fois-ci les garanties mobilières que je pouvais avoir. Là, malheureusement, je n'avais pas énormément, mais par contre, je pouvais en créer. Comme par exemple des assurances professionnelles qui me permettaient d'ajouter une carte à mon jeu. Et donc à un moment donné, sans rentrer dans plus de détails que cela, je me suis retrouvé avec une affectation hypothécaire disponible, plus une épargne pension professionnelle qui allait se constituer pour plus tard et un petit peu d'épargne. Et donc j'ai commencé à faire mes calculs. J'ai commencé à me dire, ok, j'ai une première affectation hypothécaire que je peux utiliser qui est d'un ordre Intel. Et de cet ordre Intel, je réalise une ingénierie inversée pour me dire, ok, mais si je mets ça sur la table, donc c'est-à-dire cette affectation hypothécaire, combien d'immobilier je peux soulever sans mettre rien sur la table? Et donc j'en décèle un montant d'acquisition
Et je me dis, ok, ben si j'apporte cette affectation hypothécaire et que j'apporte un projet immobilier à la banque de tel montant, eh ben c'est simple, la banque ne me demande pas de mettre d'argent sur la table parce que je couvre suffisamment avec l'affectation hypothécaire. Et du coup, je commence à mapper quelque chose comme ceci. Et puis, je me dis, ok, c'est bien. Donc, j'imagine qu'avec ce projet, je vais générer autant de revenus, j'aurai une charge de crédit qui sera d'autant. Très bien. Donc, ma capacité d'emprunt évolue. Je me dis, ok, j'ai une nouvelle capacité d'emprunt et j'ai brûlé une carte, j'ai brûlé une garantie. Ben, qu'est-ce que je fais maintenant pour l'année 2 ? Ben, pour l'année 2, j'ai plus ma garantie hypothécaire en affectation. Mais par contre, j'avais pensé à créer un mécanisme mobilier avec une épargne pension professionnelle, vu qu'à l'époque j'étais indépendant. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé ce montant et on a bien préparé ça avec mon courtier pour qu'on puisse l'utiliser en garantie. Même mécanisme, je calcule quel est le montant de disponible que je me mette en garantie, mais sur ce nouveau levier qui est une garantie mobilière cette fois-ci. Je calcule via ce montant-là, mais quel est le montant d'acquisition que je peux faire. Je les match, plus je le match avec ma capacité d'emprunt. Et ça fait que, à nouveau, je soulève de l'argent en mettant 0 € parce que le risque est couvert par une garantie immobilière cette fois-ci. Et ma capacité d'emprunt me permet de financer et d'avoir ce financement mensuel-là. Et donc, ça fait que j'ai 2 acquisitions. Et du coup, j'ai continué à me mapper comme ceci, année 3, année 4, année 5. Et puis, je me suis dit, mais je vais quand même être limité. Parce que ce n'est pas comme si j'avais plein de cartes dans mes poches. Et donc, j'ai commencé à me dire, ok, comment est-ce que je pourrais recréer des garanties ? Ben, comme j'ai acheté un bien l'année 1, ce qui se passe, c'est que peut-être qu'à l'année 4, je pourrais recapitaliser dessus. Mais du coup, comment est-ce que les banques calculent le fait que je vais pouvoir et à quel moment est-ce que je vais pouvoir recapitaliser là-dessus, sur ce premier bien ? Eh bien, j'ai décelé qu'évidemment, le plus important, c'était d'aller acheter un bien qui allait être sous-évalué à la base parce qu'on allait déjà créer une distance entre la valeur du bien et le solde de crédit ou l'hypothèque prise à la base. Ensuite, comme il va y avoir quelques années qui vont passer sous les ponts, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une plus-value latente ainsi qu'un remboursement du capital qui sera effectué via le locataire. Et du coup, au final, sur l'année 1, je vais venir récupérer dans X années des garanties immobilières qui seront un petit peu plus libérées. Et ceci pourra me repermettre de faire un autre projet. Et donc, j'ai commencé à mapper quelque chose comme ça, ce qui m'a permis à un moment donné de créer un cycle de 5 acquisitions auxquelles je me suis tenu et qui m'a permis aujourd'hui, alors qu'il a un petit peu évolué, parce qu'évidemment j'ai fait des choses un petit peu plus avancées et d'autres choses ici dont je n'ai pas parlé, mais principalement c'est ce mapping, c'est cette réflexion de me dire qu'est-ce que je peux apporter en garantie immobilière, mobilière ou autre, qui me permet de soulever un montant d'acquisition sans que je touche à mon épargne. C'est cette réflexion-ci qui m'a permis au final d'arriver à enchaîner les acquisitions de manière très coulante, très smooth, si je peux le dire ça en anglais, et à un moment donné me retourner et me dire « Waouh !» Mais au final, j'ai fait quelques acquisitions et au final, j'ai pas vidé mon compte en banque. Et donc, ce que j'aimerais que vous retenez dans cette vidéo, c'est que pour faire du 125%, oui, c'est encore possible. Et si vous souhaitez le faire, c'est juste une question d'apporter suffisamment de garantie au montant que vous allez demander à la banque. Si vous apportez 30 000 € de garantie pour un montant d'1 million d'euros, mais évidemment, la banque n'a pas suffisamment et va vous demander de l'apport en cash. Par contre, si vous apportez 50 000 € de garantie pour une acquisition à 225, bah certainement que ça va venir couvrir le tout. Ok, il suffit de le calculer. Ce que j'aimerais te partager, c'est que j'ai décidé de dévoiler ce même mapping, cette méthodologie que j'appelle le cycle de 3, lors d'un événement présentiel devant plus de 300 personnes. J'ai décidé de dévoiler cette méthodologie parce que je suis conscient qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est d'arriver à faire du crédit. Et je sais à quel point on a des difficultés à trouver des crédits. Sauf que cette méthodologie est une vraie réponse. Ce système et cette méthode puissante nous permettra ensemble de continuellement arriver à s'enrichir en immobilier. Mais il faut bien mapper ça, il faut bien le préparer et comprendre la méthodologie. Donc j'ai décidé d'organiser cet événement présentiel qui sera à Bruxelles le 2 juin, durant lequel je vais vous partager de manière complète et étape par étape toute cette méthodologie. Mon but, c'est qu'à la fin de l'événement, tu saches exactement comment est-ce que tu vas planifier tes investissements sur minimum 3 à 5 ans. Mon objectif, c'est que tu comprennes comment est-ce qu'on va pouvoir soulever
du crédit en minimisant un maximum l'impact sur ton compte épargne. Donc, si tu veux faire de 2024 une belle année, tu peux retrouver dans la description un lien vers lequel tu trouveras toutes les informations sur l'événement. Et je me ferai un plaisir que tu nous rejoignes parce que ça va être une journée épique. Et en plus de ça, j'ai quelques petits cadeaux que je t'annoncerai très certainement sur la chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux comme Instagram. Allez, on se dit à très vite. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et on se rejoint certainement le 2 juin si tu veux avancer vers ton indépendance financière et apprendre cette méthodologie, le cycle 3.